Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui on va vraiment parler de la péridurale en nuances. C'est souvent la question la plus posée quand on parle d'accouchement lorsqu'on est enceinte. Alors tu veux la péri ou pas ? Oui, c'est un acte important, mais est-ce qu'on doit vraiment limiter nos choix à la question péri ou pas péri ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je voulais vraiment parler des effets de la péridurale, qu'ils soient vraiment purement médicaux ou des effets sur la physiologie de l'accouchement. Et puis tant qu'à faire, on parlera des mythes autour de la péridurale et on se posera la question de est-ce qu'il faut toujours opposer la physiologie à la péridurale ou est-ce qu'on peut apporter un petit peu de nuance ? Alors aujourd'hui, on va commencer par les inconvénients du point de vue médical. Il y a des risques de chute de tension, de démangeaison, ce qui n'est pas forcément agréable, de fièvre. Le problème de la fièvre, en plus d'être très désagréable pour la mère, c'est que quand on a de la fièvre en tant que femme enceinte, ça peut engendrer donc une hausse de température à l'intérieur du liquide amniotique pour notre bébé et donc faire que le bébé convulse parce que lui ne supporte pas la fièvre. Donc en fait, jusqu'à maintenant, la chute de tension et la fièvre peut faire qu'on peut arriver sur une cascade d'intervention. On a posé la péridurale, il y a un effet médical qui arrive, un effet secondaire médical qui arrive, et du coup, on va être obligé de poser un autre acte beaucoup plus important pour pouvoir estomper cet effet. Il peut y avoir une pose de sonde pour ruiner parce que si la péridurale est trop dosée et qu'on sent rien du tout, voilà. Et la perforation de la dure mère, c'est une douleur qui est non soulagée et des maux de tête jusqu'à plusieurs mois après l'accouchement. Et puis simplement, en fait, ça peut ne pas fonctionner. Donc là, le problème, et ça on en reparlera après, c'est le fait qu'on comptait dessus et que ça fonctionne pas. Il peut y avoir aussi des effets qui sont pas forcément médicaux, mais qui ont été remarqués par plusieurs femmes quand on en parle, par de nombreuses femmes qui se plaignent de douleurs dans le dos après la péridurale pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis simplement le fait... les douleurs peuvent être liées soit à simplement la première pause, la pause de la péridurale, etc., soit au fait que l'anesthésiste met du temps à poser la péridurale, n'arrive pas à trouver, etc., qu'elle fonctionne que d'un côté, et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire que la pose de la péridurale est ratée, entre guillemets, et que, voilà, encore une fois, on comptait dessus, mais ça fonctionne pas hyper bien et pas comme pas ce à quoi on s'attendait, quoi. Ensuite, il y a les effets sur la physiologie de l'accouchement. Le problème, c'est que la péridurale peut ralentir l'accouchement à cause de la perte de la mobilité et l'oubli de se mettre dans sa bulle. Ça, c'est des choses qu'on en reparlera après, mais c'est important de garder en tête ceci. Et ça peut aussi inhiber le réflexe d'éjection du fœtus, ce qui fait qu'on ne sent pas quand on a envie et besoin de pousser. Et ça va engendrer des poussées longues et difficiles, un épuisement de la mère et une détresse du bébé. Et le souci, en fait, c'est que ça, c'est encore d'un point de vue... on arrive encore sur une cascade d'intervention, dans le sens où on ne sent pas pousser, on va pousser fort et longtemps parce que c'était peut-être pas le moment de pousser. Et on arrive sur un épuisement de la mère et du bébé. Donc on arrive sur le problème de cascade d'intervention où voilà, y a la mère épuisée, on n'en peut plus, le bébé arrive à peut-être une détresse fétale. Du coup, on est obligé d'accélérer l'accouchement de par des forceps ou des ventouses, potentiellement une épisiotomie, etc.
Donc ça, ce sont les problèmes qui sont d'ordre physiologique et que beaucoup de personnes ne vont pas forcément lier à la péridurale, mais qui peuvent être entièrement liés à la péridurale. Un des autres inconvénients lorsqu'il y a une pause de péridurale, c'est que ça engendre souvent l'utilisation d'ocytocine de synthèse, le syntocinon ou la pitocine, pour prévenir et ou intervenir en cas de ralentissement du travail. Et le problème, c'est que cette injection a pour conséquence d'augmenter les risques du trouble cardiaque du fœtus, de bloquer les hormones naturelles, d'inhiber du coup la sécrétion d'hormones, et d'augmenter les risques d'hémorragie de la délivrance, parce qu'il y a le manque d'environnement favorable, le manque de bulles, etc. autour de la femme qui accouche, qui fait que ça augmente le risque d'hémorragie de la délivrance. Du coup, tout ça, c'est des effets physiologiques qu'il faut prendre en compte, qu'on ait pour but d'avoir un accouchement plutôt naturel, plutôt physiologique, ou pas, en fait, parce que le problème, c'est que quand on parle d'accouchement physiologique et qu'on oppose la péridurale, dès on parle le fait de connaissance de la physiologie, de favoriser l'accouchement, etc., les femmes ne veulent pas forcément en entendre parler, alors que simplement c'est faciliter l'accouchement. Péridurale ou pas péridurale, il y a des choses qui sont importantes à savoir et à connaître, il y a des choses qui sont nécessaires du fait, en tout cas pour éviter la cascade d'intervention, comme je disais. Du coup, voilà, une fois qu'on sait tout ça, moi en tant que doula, qu'est-ce que je conseille ? Est-ce que je conseille la péridurale ou pas ? Et ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Alors, j'ai pas à vous conseiller la péridurale ou pas. J'ai à vous donner les informations. Vous avez à chercher les informations et après, c'est à vous de faire la balance bénéfice-risque. Après, dans quel cas, personnellement, je trouve que la péridurale est une bonne alternative ? Eh bien, dans les accouchements très très longs, pour éviter l'épuisement pour la rencontre avec son bébé, et pour penser au fait que le réflexe d'éjection du fœtus, ça demande beaucoup d'énergie, et qu'il faut préserver cette énergie pour pas être épuisé justement au moment de ce réflexe d'éjection du fœtus, pour pouvoir aider bébé à sortir, et donc éviter les forceps, les ventouses, etc. Donc ça, c'est vraiment une balance bénéfice-risque à peser, parce que le problème de la péridurale, c'est qu'elle peut faire en sorte qu'on ait une instrumentalisation de la naissance, mais si ça fait des heures et des heures et des heures et des heures qu'on est en train d'accoucher, qu'on a un épuisement, etc., ça peut peut-être être nécessaire de se dire, là j'en peux plus, j'arrive plus à tenir, j'arrive plus à gérer correctement mes contractions, c'est peut-être le moment de prendre la péridurale. Et puis l'accouchement, soit long ou pas, si on bascule dans la souffrance, donc pour résumer, la douleur c'est juste une info qui est envoyée à notre cerveau, elle est plus ou moins intense, mais ça se gère avec des techniques, alors que la souffrance c'est quand notre cerveau transforme cette douleur, c'est psychologique, d'ailleurs on peut souffrir de quelque chose qui n'est pas du tout physique. Donc à ce moment dans l'accouchement, on n'en peut plus, on dit qu'on peut plus y arriver, etc. Mais attention quand même à ne pas confondre avec la phase de désespérance, qui est d'ailleurs souvent le moment où les femmes qui voulaient du sans péri, ou en tout cas qui ont tenu sans péridurale jusqu'à maintenant, finissent par craquer. Donc c'est important d'être renseigné en amont pour connaître les étapes de l'accouchement, pas confondre la phase de désespérance avec le fait de basculer dans la souffrance. Le fait de basculer dans la souffrance, c'est vraiment qu'on n'arrive plus à gérer du tout, qu'on n'arrive plus aucune technique, qu'il n'y a plus aucune solution qui nous soulage. Voilà. Ça, c'est le moment où on peut peut-être se dire la péridurale peut être une bonne alternative. Le souci après, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mythes qui sont qui perdurent sur la péridurale, sur la prise de la péridurale, etc. Et qui sont même parfois entretenus par les anesthésistes ou les sages-femmes, etc. C'est par exemple le fait qu'on pose la péridurale à 3 cm de dilatation du col ou rien du tout. C'est faux, dans le sens où parfois elle peut être posée avant, lors notamment de déclenchement. C'est déconseillé, etc.
mais c'est pas 3 cm ou rien, dans le sens où parfois elle peut te poser pas avant. Et puis quand on est à 8 cm et qu'on appelle l'anesthésiste, qu'il est disponible, l'anesthésiste il viendra nous poser la péridurale. Donc en fait, voilà, c'est pas quelque chose à prendre en compte. Souvent, les anesthésistes nous balancent ce genre d'informations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus difficile de poser une péridurale sur une femme qui a 8 cm et qui est déjà plus douloureuse, plutôt que une femme qui a 3 cm, plutôt au début de son accouchement. Ensuite, certaines femmes vont dire que le but de la péridurale, c'est de rien sentir, et l'anesthésiste peut doser fortement la péridurale. C'est pas le but de la péridurale, et faut absolument pas le voir comme ça, parce que là, on perd beaucoup de choses dans l'état d'esprit de l'accouchement, etc. C'est intéressant et important physiologiquement de sentir quelque chose. Donc le but de la péridurale, ça va être d'atténuer la douleur. Donc ça peut être intéressant, et on le verra après, de demander à ce que la péridurale ne soit pas hyper fortement dosée. Et le dernier mythe qu'on entend très souvent, alors il y en a d'autres, mais le dernier dont je voulais parler, c'est le fait que c'est forcément une anesthésie générale pour une césarienne ou pour une révision utérine si on ne prend pas la péridurale. C'est faux, dans le sens où il y a moins de 4% d'anesthésie générale sur les 20% de césariennes, et que les anesthésistes détestent les anesthésies générales. Alors eux-mêmes, pour faire peur, ils vont souvent le dire, ou alors parce que eux, ils ont cette pratique-là. Certains, j'en ai vu sur les réseaux sociaux récemment, dire « Ah mais c'est une césarienne, c'est une anesthésie générale en cas de césarienne ». C'est parce que eux ont cette pratique-là. À la limite, il faut eux leur demander quelle est leur pratique, jusqu'à quel moment ils mettent la péridurale ou la rachianesthésie. Mais les anesthésistes n'aiment pas poser d'anesthésie générale sur des femmes enceintes, et ils considèrent toujours la femme enceinte comme estomac plein. Ça fait plein de choses qui font que, en règle générale, à moins d'avoir une urgence vitale à la minute, et encore, en général, on a toujours le temps de poser la rachie, on posera une rachianesthésie. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu d'anesthésistes. Alors, en France, ça se fait pas encore de façon courante. Je sais qu'en Belgique, par exemple, ça se fait. Et on devrait peut-être prendre exemple là-dessus. Des anesthésistes qui posent la voie de la péridurale, sans rien poser comme produit, qui fait que si à un moment donné, on a besoin de la péridurale, qu'elle soit un besoin pour l'accouchement vraiment parce qu'on n'en peut plus, ou alors parce que il va y avoir une césarienne, il faut poser une rachie, etc. Eh bien, il pose la voie, il n'y aura plus qu'à injecter le produit. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire, il faut se renseigner en amont. Le problème aussi, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre les femmes qui veulent pas de péri, les anesthésistes, et le fait aussi qu'il y a le syndrome de la blouse blanche, et eux-mêmes, ils ont ce syndrome dans le sens où ils savent mieux que tout le monde, de manière générale, vu les réflexions qu'on se prend, etc., quand on arrive, quand on dit qu'on veut pas de péridurale. Il y a beaucoup d'anesthésistes, et ok, on peut pas tous les mettre dans le même panier, mais vu les témoignages qui sont relatés autour de ça, il y en a beaucoup qui disent que eux ils ont raison, que la péridurale elle est nécessaire, que de toute façon, si tu la prends pas, tu vas quand même finir par la prendre et c'est bien fait pour toi si tu peux pas l'avoir, ou alors faudra pas venir pleurer, enfin bref, voilà. Donc ça ne facilite pas la communication autour et du coup ça ne facilite pas forcément la prise de péridurale et le fait de faciliter la prise de la péridurale en dernier ou au maximum à la fin, alors que c'est quelque chose qui peut être intéressant physiologiquement. On va en reparler. Du coup, on oppose souvent péridurale et physiologie. Effectivement, la péridurale est un acte médical. Et quand on veut un accouchement physiologique, c'est qu'on veut un accouchement naturel. Du coup, on veut pas d'actes médicaux. En soi, c'est plutôt juste, mais il faut faire attention à pas tout confondre. Parce qu'on peut avoir un accouchement sans péridurale, sans pour autant que ce soit physiologique en fait.
La physiologie étant vraiment de laisser le corps faire selon sa propre norme et avec la moindre intervention, on peut basculer dans l'accouchement et dans la médicalisation, je veux dire, de l'accouchement, ce qui n'est plus physio. Donc ça, péridurale ou pas péridurale, on n'a pas forcément d'accouchement physiologique. Par contre, aujourd'hui, on est capable de trouver un juste milieu si on arrive à se mettre d'accord entre le 100% physio, je suis obtus dans le physio, malgré le fait que parfois on peut avoir besoin de la péridurale, et le 100% médicalisé. Et du coup, aussi revoir sa vision de je suis pas obtus à quand on me parle de la physiologie de l'accouchement, je peux quand même aller me renseigner là-dessus. Du coup, comment on peut trouver ce juste milieu, ou alors comment on va préserver un maximum de physiologie quand on voulait du physio justement, mais qu'on finit par prendre la péri. La base, encore une fois, c'est l'information sur les effets cités avant et sur les effets de la cascade d'intervention. Là, je peux pas en parler vraiment de façon approfondie dans cet épisode parce que sinon ça va faire 3 heures. Ça va nous permettre de donner un vrai consentement éclairé. En ayant conscience de tout cela, on peut mettre en œuvre ensuite des choses qui font que la péri peut être dangereuse pour la physiologie de l'accouchement, mais on va essayer de contrebalancer, ou en tout cas de limiter. Par exemple, en gardant la mobilité, pour éviter la stagnation et pour favoriser vraiment le mouvement pour la descente de bébé et la dilatation du col grâce à l'appui de la tête de bébé, justement. Et jouer avec la gravité. Parce qu'il faut comprendre quand même que la position gynécologique n'est pas du tout la meilleure position pour accoucher, qu'on ait la péridurale ou qu'on l'ait pas, et qu'il y a d'autres moyens pour s'installer. Donc, et puis que juste essayer de bouger de temps en temps pour essayer de trouver des positions qui sont plus adaptées à la descente de bébé. Voilà. Ensuite, gardez en tête qu'il y a un environnement pour favoriser la sécrétion des hormones et que même si on a la péridurale, on a tendance parfois à oublier de se mettre dans sa bulle parce que y a pas de douleur à gérer. Mais s'il n'y a pas de bulle autour de l'accouchement, il peut y avoir une diminution de sécrétion des hormones, une possible stagnation et donc possiblement besoin d'accélérer l'accouchement et une intervention, ce qui peut engendrer sur une cascade d'interventions, etc. Prise d'ocytocine de synthèse, etc. Donc, pour maximiser la sécrétion d'hormones, pour ne pas stagner et éviter la prise d'ocytocine de synthèse, et donc éviter tous les autres effets secondaires et toutes les autres interventions possibles, on va devoir préserver notre bulle à la maternité. Faire en sorte qu'on soit quand même dans un environnement intime, éviter d'être dérangé, pouvoir se mouvoir correctement, etc. Tout est lié. Les effets médicaux, on ne peut pas vraiment y faire grand-chose, si on a des démangeaisons, si on a de la fièvre, etc. Mais du coup, on peut essayer d'avoir la main sur tout le reste, sur notamment avoir une péri plus faiblement dosée, ce qui facilitera le mouvement. Comme je disais, on évite la position gynécologique, dans tous les cas, elle n'est pas favorable. Et que même sous péri, on peut accoucher autrement. Que tu veuilles accoucher avec les péris ou non, pour moi, ça, ce sont des choses à noter dans ton projet de naissance. Si tu veux pas la péri, tu peux faire un encart. Si jamais je prends la péridurale, blablabla. Voilà, tu expliques les choses que tu veux mettre en place. Et puis, si tu veux la péri dans tous les cas, c'est des choses à parler pour vraiment favoriser ton accouchement. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a la péri, on a un accouchement classique, etc., on n'a rien à faire. On peut quand même être actrice, et moi je trouve ça même valorisateur d'être actrice de son accouchement. Tout ça va, le fait de noter dans le projet de naissance, etc., ça va vraiment faciliter la prise en charge, notamment si tu veux bouger, parce que c'est nécessaire pour le corps, et que ça se peut qu'avec la péridurale, tu ne puisses pas juste le faire toute seule ou juste avec ton conjoint. Ça se peut que tu aies besoin d'aide. Donc ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est qu'on doit tout connaître. Être informé non seulement sur la péridurale, mais sur tous les actes possibles et inimaginables, pour pouvoir donner un vrai consentement éclairé. Et aussi
pour pouvoir mettre en place des choses au cas où. Être renseigné sur la péridurale, même si par exemple dans ta tête tu voulais pas la péridurale, et pas pour des raisons médicales ou pour des raisons physiologiques, mais juste parce que tu te dis, bah écoute, pourquoi pas faire sans, parce que je sais qu'il y a des femmes qui font sans, pourquoi pas essayer, sans forcément être trop renseigné. C'est important d'être renseigné quand même, dans le sens où tu connais les conséquences, tu connais ce qui peut se passer, et du coup tu sais ce que tu peux contrebalancer et mettre en place si jamais au final tu l'apprends. Effectivement, on va pas partir du principe, quand on la veut pas, qu'on va finir par l'apprendre, mais moi ça fait partie des choses d'être préparé à toute éventualité. Être préparé à toute éventualité, c'est pas se dire ah oui, j'accepterai tout et n'importe quoi de ce que les médecins vont me dire parce qu'ils ont forcément raison, parce que si, parce que ça. Non, tu dois devoir pouvoir donner ton consentement. Mais être préparé à toute éventualité, c'est être renseigné sur tout. Être renseigné sur la péridurale, être renseigné sur la césarienne, même si par exemple, on est d'accord, quand on prend la péridurale, on limite notre risque de césarienne. Parce qu'on limite notre risque de cascade d'intervention, parce qu'on limite notre risque de problème, notre risque d'épuisement, notre risque de stagnation. Et ça, c'est un effet médical à prendre en compte. Mais c'est important d'être renseigné sur tout pour pouvoir mettre des choses en place au cas où, et donc le noter dans son projet de naissance. Voilà, j'espère t'avoir fourni vraiment les informations claires et surtout de la nuance sur la péridurale. Parce que effectivement, quand je parle de péridurale et quand je parle moi-même d'accouchement physiologique, et je vais de plus en plus en parler parce que à venir, là, bah, du coup, il y a au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai mis en place des nouvelles choses vraiment ciblées pour les femmes qui veulent pas de péridurale, mais il faut pas croire que je suis contre ça. En fait, je suis vraiment pour le fait qu'on essaye de démocratiser l'accouchement sans péridurale à la maternité. Et que peu importe ton choix d'accouchement, tu dois toujours te préparer. Et notamment, par exemple, sur le fait que, là j'ai parlé effectivement de connaître la péridurale même si on la veut pas. C'est important aussi de connaître le fait de ne pas l'avoir et d'avoir des cartes en main, de se préparer à ne pas l'avoir, même si de base on la veut. Parce que j'ai toujours dit, vaut mieux être prête à ne pas la prendre plutôt que compter absolument dessus et avoir zéro carte en main ni astuce pour gérer les contractions et au final ne pas y avoir accès. Ça donne vraiment des accouchements qui peuvent finir avec des phrases si j'avais su et voire des accouchements traumatiques. Voilà, et pas à cause de la médicalisation de la naissance. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler d'accouchement traumatique à cause des interventions, à cause de la prise en charge du médecin, des sages-femmes, etc. Mais il peut y avoir aussi juste à cause de cette vision de l'accouchement de « j'étais pas prête à ça » et du coup, et j'étais pas prête juste à ne pas avoir la péridurale et des femmes qui sont traumatisées, qui disent c'était horrible, etc. Et du coup, on arrive encore une fois dans le cliché de la douleur, dans une mauvaise vision de l'accouchement, etc. Donc, n'hésite pas vraiment à chercher ce genre d'informations sur tous les actes, sur l'accouchement, d'avoir une belle vision de l'accouchement, pour, encore une fois, voilà, donner un consentement vraiment éclairé. Du coup, tu peux retrouver pas mal d'informations sur Instagram, notamment sur mes posts Zoom sur que tu peux retrouver en story permanente, où là vraiment, par exemple, je fais le point, j'ai fait le point sur la péridurale, j'ai fait le point sur voilà, d'autres interventions, d'autres choses, des infos qui peuvent t'aider à donner un vrai consentement éclairé. De toute façon, t'hésites pas à ne pas te limiter à ça. Ce qui est important aussi, c'est de pas se limiter aux informations que te donnent les médecins ou ne pas attendre que ça vienne tout seul. Alors je pense que si t'écoutes cet épisode de podcast, c'est que tu sais toi-même que tu as tendance à aller t'informer, etc. Mais voilà, c'est important de pas se dire je me limite à ce qu'on me dit, je me contente de ce qu'on me donne, et puis voilà, on verra bien, et puis de toute façon c'est forcément vrai ce qu'ils disent, c'est forcément une bonne vision de l'accouchement, etc. Alors que pas du tout. Voilà, c'est important d'avoir un panel large, d'avoir une vision large, d'être renseigné sur plein de choses, même parfois des choses sur lesquelles on se doutait pas que c'était nécessaire d'avoir une information. Voilà, j'espère que cet épisode a pu vraiment bien t'éclairer. Encore une fois, voilà, n'hésite pas à aller te renseigner ailleurs, autrement, etc. Sur ce, je te souhaite vraiment une belle journée ou une belle soirée en fonction de ton heure d'écoute.
Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.